C'est pour ressentir la plénitude d'un instant comme celui-ci que je me suis lancée, il y a 6 mois de cela, sur la route de Marco Polo, la route de la soie. J'ai souhaité le rythme du vélo, afin de me mettre au diapason du rythme de Marco Polo, pour découvrir les choses pas à pas, comme lui, de l'intérieur. J'avais le sentiment que malgré les presque 800 ans qui me séparent de ce grand voyageur, je pourrais approcher les émotions qu'il avait éprouvées à la fin du XIIIe siècle en route vers la Chine. Marco Polo, toi le Vénitien, fils de Niccolo Polo, tu n'as connu ton père qu'à l'âge de 15 ans quand celui-ci est rentré de son premier voyage en Asie, effectué pendant de longues années avec son frère Maffeo. Les deux marchands y avaient rencontré là-bas un certain Kubilai Khan, empereur mongol régnant sur un empire allant de la mer du Japon jusqu'aux portes de l'Europe, qui leur avait donné comme mission de revenir le voir avec de l'huile du Saint-Sépulcre de Jérusalem, la bénédiction du pape et 100 savants capables de l'instruire sur la chrétienté. Pendant cette absence paternelle, toi, tu es né à Venise en 1254. Malheureusement, tu n'as pas vraiment connu ta mère. Elle est morte lorsque tu étais très jeune. Arriverai-je à percer le mystère de ton voyage merveilleux jusqu'aux confins de l'Orient? J'ai tant de questions à poser au voyageur que tu étais. Alors quoi de mieux qu'une lettre ouverte à ton intention, Marco Polo, pour ouvrir un dialogue entre toi et moi, entre les époques, les géographies, les cultures différentes qu'on rencontre sur la route de la soie. Tu as grandi dans le quartier du Milione, dans cette famille de marchands vénitiens, mais également beaucoup dans la rue et sur les quais, à regarder les bateaux de commerce aller et venir. Alors quoi de plus normal en 1271, quand l'heure du départ arrive pour ton père et ton oncle, que de vouloir les accompagner dans leur deuxième voyage vers l'Orient. Tu as 17 ans, une tête pleine de rêves et toute la vie devant toi. Tu as vu? Ta maison d'enfance est devenue le théâtre Malibran. Mais imaginais-tu à ce moment-là que votre voyage durerait 24 ans et que vous ne reviendriez qu'en 1295. Venise et Gênes sont en guerre à ton retour. En marin expérimenté, tu es enrôlé et fait prisonnier à Gênes. Enfermé avec un certain Rustichello de Pise, romancier de son état, tu lui as raconté ton aventure, il l'a retranscrite. Et c'est ce dialogue entre vous deux qui donnera naissance à ta postérité. En 1298 est publié le Livre des Merveilles, où tu décris des régions inconnues et leurs fabuleuses richesses. Pour moi, artiste plasticienne, le dialogue s'engage à travers l'art et j'emmène sur mon vélo mon exposition d'art itinérante. Elle sera mon passeport pour communiquer avec les gens. Inspirée par les nombreuses cartes géographiques anciennes, j'ai sculpté, en nouant comme de la dentelle, le fil de fer très fin et j'ai représenté les merveilles que tu décris, Marco Polo, dans ton Livre des Merveilles. Ici un cyclope, là une vache sacrée. Ou encore un bateau, un dragon, un temple, une tente mongole. Toi, Marco Polo. Le résultat est une grande carte géographique allant de Venise à Pékin, illustrée à la manière des cartes anciennes, et chacun y reconnaîtra le long de la route de la soie quelque chose de chez lui. Les salons cosy du Casino Venier, datant du XVIIIe siècle, dans lequel l'Alliance française de Venise a ses quartiers, accueille ma première exposition itinérante. Je me sens comme une pierre précieuse dans son écrin. Il faut en profiter, cela ne durera pas, car je sais que la route n'est pas faite de cette pierre-là. L'heure du départ a sonné. Pour suivre au plus près ton itinéraire, Marco Polo, je pars de Venise en bateau, comme toi. Tout en me laissant gagner par l'émotion de quitter l'admirable beauté de cette ville construite sur pilotis, je ressens de manière particulièrement forte le lien avec les voyageurs de jadis. Prendre la route a une signification bien différente pour chacun. Mais ce qui est universel, c'est l'envie de connaître, de communiquer, de comprendre.
Le quotidien s'estompe, l'aventure commence. On a conscience de quitter un monde connu, rassurant, pour aller vers un monde inconnu, pour un temps inconnu, lui aussi. Je suis arrivée dimanche soir. Sous la pluie battante, j'ai poussé mon vélo pendant 1h30 de nuit pour arriver à l'hôtel. Je suis arrivée exténuée. J'ai même pas eu le courage de filmer quoi que ce soit. Je suis contente, mais c'est un peu dur là, le démarrage. Le choix de la monture qui nous accompagne sur la route est primordial et détermine en partie la qualité du voyage qui s'ensuivra. Aujourd'hui, point de chameau ni de chevaux pour m'aider à transporter non seulement mes affaires personnelles pour des mois sur la route, mais aussi mon exposition itinérante de 23 kilos à elle seule. Ce matin, je regarde la monture que j'ai choisie et je doute. Alors voilà, résultat d'hier où j'ai fait la folle avec ma super carriole qui marche pas du tout. Voilà, le doigt, je me le maintiens parce que ça fait mal. Je vais vous montrer les bleus. Bon alors, on voit rien. On voit rien du tout en fait. Dommage. Il y en a plein pourtant. Bon, il y a ça aussi. Là. Passer du rêve à la réalité se fait rarement sans difficulté. Pour ça, la route est une enseignante sans pitié. Mise brutalement face à ma grossière erreur de choix d'attelage, stoppée net, je dois trouver une nouvelle carriole, plus adaptée à mes besoins. Je pense à toi, Marco Polo, qui en a connu des obstacles sur ta route, et je me console de mon contretemps mécanique avec cette pensée qui me rapproche de toi. Impitoyable mais généreuse, la route vient déjà me réconforter, en m'offrant une rencontre aussi inattendue que réjouissante. Ah, spasiba. Merci. Nice to meet you. Salut, ça va? Salut, ça va? Пусть этой песне грош цена, она тебе посвящена. Тебе, авернец, что в пургу бродягу пустил к очагу. Ты дал мне кров и связку дров, когда с порогов и дворов достопочтенных торгашей тебя выгоняли за шею. Не бог и что согреть того, кто замерзает в холода, но я запомнил навсегда тепло очага твоего. Me voilà repartie avec une nouvelle carriole, tournant le dos définitivement, je l'espère, aux problèmes de monture. Parti depuis 1 heure. Et quoi, 2,40 2 km 400. C'est pas beaucoup. Ouais, j'avais compté 35 km aujourd'hui, mais c'est ça. 60 km/h le panneau. Moi je risque pas de les dépasser. Là je suis à 10. Voilà, puis là, ça se met à monter. 9, 8, 6 et demi. Je pose le pied. Waouh. Allez, c'est reparti. Hop là. Anzu, c'est raide. Même les sacoches, elles couinent. Allez, tous avec moi. On y va, on y croit très fort. Là, j'ai le fond de face, j'avance plus. C'est horrible. Dès que les bourrasques s'arrêtent, j'ai l'impression qu'on me pousse. C'est drôle. C'est super beau. Y a pas à dire. Ça récompense des efforts de la montée.
Wouhou! Youhou! On doit me regarder comme une dingue. Peut-être que je suis dingue en fait. M'en fiche. André Malraux a dit « L'art est le plus court chemin d'un cœur à l'autre ». J'ai un questionnement sur la lenteur. En fait, je transporte beaucoup de poids, donc je vais lentement, très lentement. Et beaucoup de cyclistes qui me croisent me disent « Oh là là, tu es très chargé, c'est pas possible, tu es folle, tu n'y arriveras jamais, et tout ça. » Et en fait, j'avais prévu un programme effectivement où il fallait aller beaucoup plus vite. Je vais aller plus lentement, c'est clair. Mais en même temps, ça concorde finalement assez bien à ce qu'a vécu Marco Polo, en fait. La lenteur. Expérimenter la lenteur et presque comme un marcheur. En tout cas, si ça monte, je suis comme un marcheur. Ou alors au rythme d'un chameau. Et j'avais pas prévu ça dans ma tête, mais finalement, ça concorde assez bien avec Marco Polo. En fait, c'est l'idée du voyage, c'est cette idée-là qui me plaît. Et je me demande si le fait qu'on me prenne pour une dingue, si c'était pareil à l'époque. Est-ce qu'on les prenait pour des dingues, les marchands comme ça qui partaient des années, ou les aventuriers Évidemment que cela n'aurait pas eu de sens pour toi, Marco Polo, d'abandonner tes marchandises et de continuer sous prétexte qu'il te manquait 3 chevaux ou 2 chameaux pour aller plus vite. J'irai lentement, mais je la tracterai, cette exposition itinérante, petite machine à fabriquer des émotions, notre alphabet à tous, et mon sésame à moi contre les frontières culturelles sur ta route. Ah, youhou! C'est trop bon! Ah. Il n'y a pas un chat sur la route, c'est un vrai bonheur. Tous les Grecs ont des scooters, c'est hallucinant. C'est fou. En même temps, je comprends. Ça monte, ça descend tout le temps. Et dès que ça monte, moi je zigzague. Mer Égée d'un côté, golfe de Corinthe et mer Ionienne de l'autre, un pont enjambe les 25 mètres qui séparent le continent du Péloponnèse. Imaginé par l'empereur Néron, qui inaugure les premiers travaux en l'an 67, le canal de Corinthe ne sera finalement ouvert qu'en 1893. L'autre empereur auquel je pense, c'est Kubilai Khan. Son empire au XIIIe siècle ne s'étendait pas jusqu'à Athènes, les conquêtes mongoles ayant été stoppées aux portes de l'Europe. Mais il n'aurait sans doute pas renié cette ville tant elle lui ressemble, tout en contradiction. Athènes est un paradoxe à elle toute seule, où tradition et modernité cohabitent sans complexe. Métropole fascinante de presque 670 000 habitants, elle est capable tout à la fois de s'agiter comme un poumon bien vivant du tourisme moderne et en même temps de se figer pendant 3 semaines pour honorer dignement la Pâque orthodoxe. À Athènes, j'ai rendez-vous avec la patience. Dans les rues fraîches de la Plaka, la vieille ville, je n'ai d'autre choix que de me mettre au diapason de la langueur environnante et de méditer sur l'ouverture d'esprit dont a fait preuve Kubilai Khan qui,
après le chaos de son grand-père Gengis Khan, a instauré de la mer du Japon aux confins de l'Europe ce qu'on a appelé la paix mongole et voulait qu'on vienne l'instruire sur la religion chrétienne. Et sachez que la lettre contenait ce qui suit. Kubilai Khan faisait dire au pape qu'il lui envoya jusqu'à 100 savants de notre religion chrétienne, parfaitement instruits dans les 7 arts et capables de débattre avec les idolâtres et gens d'autres confessions et de leur démontrer par des arguments rationnels que la religion du Christ est à l'évidence la meilleure et que toutes les autres sont mauvaises et fausses. S'il le prouvait, il deviendrait avec tout son empire le vassal de l'Église. Il les chargea encore de lui apporter de l'huile de la lampe qui brûle sur le tombeau de notre Seigneur à Jérusalem. Tel était, comme vous venez de l'entendre, l'objet de l'ambassade que le grand Seigneur envoyait au pape par ses 3 ambassadeurs, l'officier tartare et les 2 frères, Messire Niccolò et Messire Maffeo Polo. Je suis fatiguée parce que ça fait à peu près 2 semaines que je gère des problèmes administratifs entre les jours fériés, ici en Grèce où c'était Pâques, et Pâques il se passe tout ferme, tout s'arrête. Je ne fais que ça, attendre. On est à l'ère de la communication et en fait vous perdez votre portable et ça devient l'enfer. J'ai qu'une envie, c'est de pédaler. Rouler. English. Καταλαβαίνω λίγο. Je me suis installée au pied de l'Acropole. En fait, c'est absolument beau être touriste, on est dimanche. Il y a plein de stands où les gens vendent des choses, moi je vends rien. En fait, les gens s'arrêtent, regardent, ne parlent pas forcément, mais je ne cherche pas non plus à les alpaguer, parce que je sais que moi j'aime pas qu'on m'alpague. Donc voilà, les gens regardent, ils ont l'air très intéressés, beaucoup me félicitent, avec un petit geste, même si on n'est pas la même langue. C'est assez agréable. Là, je me sens dans mon voyage, à fond dans mon voyage. Trop de retard accumulé, visa expiré. Mon itinéraire prévu au départ par la mer Noire n'est plus du tout envisageable et doit être refondé entièrement. La route est implacable. Elle demande adaptation permanente et surtout une grande souplesse d'esprit. C'est beau. Mon Dieu, c'est magnifique. Ça, c'est la Grèce que j'aime, avec tous les cailloux là. Bon, c'est sûr, il fait chaud, il n'y a pas un arbre. Mais ça, j'aime. L'eau est turquoise, c'est hallucinant. Ça donne envie de se baigner. Oh, c'est superbe. Aïe, aïe, aïe. Elle est là-haut, la route. Ouïe, ouïe, ouïe. Horreur. Enfer et damnation. Ouf. Il va falloir que je monte là. Putain, j'en chie. Oh. Ah, c'est dur, là. Là, j'en peux plus. En envoyant des ambassadeurs à l'ouest pour chercher des alliés, les Chinois ont ouvert la route de la soie au IIe siècle avant Jésus-Christ. L'appellation de route de la soie date seulement de 1877. C'est le baron Ferdinand von Richthofen, géographe et géologue allemand, qui l'introduit dans son œuvre, La Chine. Je me dirige maintenant vers le port de Lavrio.
Et on voit le bateau que je vais prendre. Alors ce ne sont plus des bateaux à voile évidemment. C'est le Marco Polo d'aujourd'hui. Je suis à l'extérieur du port là, comme dans une prison. Comme si la liberté était de l'autre côté. Les routes commerciales terrestres serviront jusqu'au XVe siècle, époque à laquelle des voies maritimes sont ouvertes et prennent le relais, car plus sûres et moins chères. C'est absolument superbe le coucher de soleil. Et j'ai réussi à avoir ma place pour le cargo. J'ai ma couchette, une super petite cabine. C'est formidable. C'est vraiment très très chouette. Voilà. C'est absolument magique. La route de la soie est une voie commerciale transcontinentale, la plus grande dans l'histoire de l'humanité. Elle n'a jamais été une artère unique, mais plutôt un réseau de routes multiples, d'innombrables itinéraires reliant l'Orient et l'Occident. Ces routes ont permis la circulation des caravanes commerciales, mais aussi des cultures, des valeurs spirituelles, des religions, ainsi que des savants, poètes, voyageurs et même combattants. En 1987, l'UNESCO surnomme la route de la soie « route de dialogue » pour, je cite, « bâtir les défenses de la paix dans l'esprit des hommes ». Le long de la route de la soie est né un art appelé serre indien, qui mêle tous les styles, grec, chinois, indien, persan, occidental, et dont il reste de nombreux vestiges. Cette route nous rattache au passé et nous lie les uns aux autres. Je suis arrivée à 13h tout à l'heure. J'ai fait à peu près 25 km. Très dur. C'est un peu inhumain ce que j'ai décidé de prendre comme poids. C'est waouh. Franchement, c'est n'importe quoi. Hein. Je suis dingo, moi. Allez, zou. On redémarre. Pour une centaine de mètres, hein. De toute façon, c'est comme ça que j'avance. 13h13. Ah, putain que c'est dur. Il y a déjà les charognards, ils m'attendent. Je suis vraiment trop con, hein. Avec mon petit fil de fer, j'aurais pu faire des jolies photos. Imprimer sur de la toile, par exemple, que je puisse rouler. Le truc léger, comme si l'œuvre, elle était au poids. C'est vraiment n'importe quoi dans ma tête. Ça va pas, hein. Ça va pas du tout. Je comprends finalement la vidéo. C'est bien, la vidéo. C'est léger. Je dis ça et en même temps, c'est bizarre. Ici, il y a de la bande. Voilà. Au moment où je dis ça, il y a ça. Pas ce qu'elle fait là, hein. Franchement. Elle m'enregistre, c'est ça. Bon allez, on va arrêter de dire des bêtises. Parce qu'il faut quand même avancer. Là, j'ai fait 21 km 160 et j'en ai beaucoup plus à faire. Je viens de passer ma première nuit dehors, en camping au milieu urbain, comme on dit. Et ma foi, ça s'est plutôt bien passé, en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu plus fatigant que de dormir dans un endroit où la vigilance s'atténue parce qu'on est en soi-disant sécurité. Mais enfin bon, et en plus j'ai vraiment dormi. Donc voilà, je suis contente. En 2009, le rapport du PNUD, Programme des Nations Unies sur le développement, annonçait que la mobilité est un facteur essentiel du développement humain. Mais c'est aussi une véritable contradiction. Car d'un côté, la mobilité est valorisée comme partie prenante de la modernité, et de l'autre côté, 2/3 de la population de la planète n'a pas le droit de circuler librement. Aujourd'hui, la plus grande inégalité du monde est le pays où l'on est né. La démocratisation de la possibilité de migrer fait partie de la conquête de nouveaux droits de l'homme. Depuis 2003, de nombreux acteurs défendent le projet de faire de la mobilité un bien public mondial.
L'ONU se réunit chaque année en un forum pour faire avancer cette question. Donc voilà, il doit y avoir un parking pour chameaux. Bon, il n'y a pas de doute, je suis bien sur la route de la soie. Je m'arrête quelques minutes pour prendre un peu de miam-miam. J'ai des kiwis, des abricots secs, des ananas, des papayes, des raisins aussi, un matsu. C'est vraiment très bon. De par sa position stratégique, Chypre a toujours été un lieu d'échange majeur du bassin méditerranéen et le théâtre d'influences nombreuses. Historiquement peuplée par des Grecs et des Turcs, l'histoire moderne de l'île est celle de la division. Libérée du joug britannique en 1960, Chypre a connu quelques années de stabilité, jusqu'au coup d'État de 1974, date à laquelle la Turquie envahit la partie nord de l'île, 37% du territoire. Le sud reste grec, le nord devient turc. Les Grecs du nord abandonnent leur foyer et deviennent des réfugiés dans le sud. Il en sera de même en sens inverse pour les Turcs. Je suis à peine arrivée en Turquie que j'apprends que le prochain pays sur mon itinéraire, l'Iran, vient de suspendre la délivrance de visas pour cause d'élections présidentielles, sans avertissement et jusqu'à nouvel ordre. Le choc est violent. Par où passer ? Tel que vous me voyez là, je suis en prise de tête assez intense. Je suis à Adana, en Turquie, et je suis en train d'essayer d'organiser la suite entre les visas et les kilométrages pour l'Asie centrale. C'est l'enfer. Je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué de se déplacer. On doit faire des choses mais hallucinantes. Marco Polo, il avait un passe-droit. Alors certes, il avait un passe-droit, une tablette que Kubilai Khan lui avait donnée. Il fit donner une plaque d'or où il était écrit qu'aux 3 ambassadeurs, partout où ils passaient, on devait donner toutes les résidences nécessaires, des chevaux et des gens pour leur sécurité, et tout ce qu'ils voudraient. Et je vous assure, partout où nous passions, nous recevions tous les services et égards qui nous étaient nécessaires et que nous pouvions réclamer. Mais c'est l'horreur, les frontières. C'est l'horreur. C'est juste l'enfer. Et pourtant, je suis française. C'est-à-dire que je suis un des pays où c'est le plus simple d'obtenir des visas. Que ce soit compliqué parce qu'il y a des montagnes et qu'il faut calculer le temps qu'il faut pour passer, d'accord. Mais que ce soit compliqué parce qu'il faut voir dans quelle ambassade, de quel pays, ce sera plus simple, il y a moins de cohue, ils prennent le moins de sous, le moins de temps pour vous faire un visa pour le plus de temps possible. Est-ce que c'est plus rentable de prendre un avion pour faire un aller-retour, pour aller dans un autre pays ? En plus, j'ai l'impression, c'est même pas l'impression, c'est à la tête du client. Il n'y a même pas un truc, voilà, c'est comme ça, tu fais ça, c'est bon, quoi. Partout pareil. Non, non, non. C'est un truc de malade. Avant, on pouvait carrément pas y aller, quand c'était l'URSS. Alors moi, c'était simple. Enfin, c'était l'horreur, mais c'est... Et là, maintenant, entre ce qu'il faut dire, en Chine, il faut surtout pas dire qu'on est cycliste, il faut surtout pas dire qu'on va passer du temps dans l'ouest, pardon. Faut prendre des fausses réservations qu'il faut annuler après, mais faire attention qu'on vous prenne pas des frais de réservation. Mais j'en peux plus, moi. J'en peux plus, là. C'est à vous dégoûter. Dégoûter complètement de voyager. Bon, je suis plus accrochée que ça, hein. Je vais m'accrocher. Mais quand même. Trop long de remonter vers le Caucase au nord et espérer arriver avant la neige des montagnes d'Asie centrale. Et le sud est bloqué par des pays en guerre. Je le redoutais, ce moment où il me faudrait accepter ou non cette concession ultime de prendre un avion. Mais les frontières ne sont-elles pas faites pour être dépassées et les points de vue changés ?
Avant d'envisager la suite, je veux me rendre à notre rendez-vous, Marco Polo, à une 60aine de kilomètres d'ici. Arrivé en bateau depuis la Terre Sainte, tu avais récolté l'huile du Saint-Sépulcre et la bénédiction du pape à Jérusalem. Et les 3 sages qui faisaient alors partie du voyage pour être présentés au Grand Khan n'avaient pas encore déserté votre caravane trop effrayée par les dangers de la route. Il est vrai que la route de la soie a toujours été dangereuse. Terrain de jeu des bandits attirés par les produits de luxe, rares et chers qui y transitaient. Apparemment, je suis suivie en vélo, à vélo. Trois garçons, quinzaine d'années. Bon, tout va bien et je n'ai pas peur. Voilà, et voilà. Ah putain, les voilà. Ok, stop now. Je viens de me faire agresser. Ces 2 jeunes, ils en voulaient à mon corps. Prendre la route, c'est aussi prendre le risque de se faire attaquer. On ne le souhaite pas, mais on s'y prépare. Je ne connais pas un voyageur qui n'ait pas relaté une expérience de violence sur sa route. Toi aussi, Marco Polo, tu en parles. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Ce n'était pas mon heure. Voilà, je suis chez des charmantes personnes où je vais passer la nuit. J'ai demandé gentiment. Et j'ai installé mon exposition dans la cour. C'était génial. Une dame absolument charmante. Oups. Une petite fille adorable. Claire. Ayşegül. Asiye. Asiye. Emine. Emine. Evet. Yaren. Yaren. Ay ben de gireyim. Gir de ben ama sana bakayım orada oturuyorsa gel. Bay bay yapayım. Bay bay yap Yaren. Là-haut, c'est le château. Yılankale. Yılankale. Voilà. Yelankale. Voilà l'ancien caravansérail de Sirkelikoy. On est au bord d'une rivière, la rivière Ceyhan, du même nom que la ville à une 20aine de kilomètres d'ici. Voilà les amis d'un soir qui m'ont accueilli là tout à l'heure, chez qui je vais dormir. Juste au-dessus là, nous avons cette gravure dans la pierre. Ouais. C'est un homme en cape, en robe, avec des chaussures. Fou, on dirait bien un Vénitien ou enfin un marchand, c'est marrant. Le port de Yumurtalik, autrefois Layas, était un point névralgique des routes de la soie. Tu as accosté là, et c'est de là que tu as entamé ton chemin terrestre vers la Chine. Il y a aussi sur la mer une ville nommée Layas, qui est un grand centre de commerce, car épices, draps de soie et d'or, en provenance de l'intérieur, sont portés à cette ville, toutes les autres choses aussi. Les marchands de Venise, de Gênes et de tout pays y viennent, vendent là leurs produits et achètent ce dont ils ont besoin. Et qui veut aller à l'intérieur des terres, marchand ou autre, part de cette ville. Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, 2,4 millions d'habitants. Je suis sonnée d'arriver d'un coup en Asie centrale à la faveur de la vitesse aérienne. L'immersion dans le bazar Chorsu, le plus grand de la ville, me fait l'effet d'une machine à laver. Pour toi, Marco Polo, c'était chevaux, chameaux ou dromadaires. Peu de risque de subir un décalage horaire. Tout tressaille en moi et cherche à se réadapter. On va être un petit peu discrète, je suis
faut absolument que je trouve d'urgence une robe comme les femmes ici. Ouais. Madame. J'ai derrière moi la statue de Amir Timur, alias Tamerlan, qui chevauche son cheval. Et paraît-il que le cheval a été... comment dire? Il lui manque une petite partie. Et on ne sait pas qui a fait ça. En tout cas, je vais aller voir ça de plus près. L'Asie centrale s'annonce assez étrange. Waouh! C'est oppressant, cette espèce de suspicion. Il y a fouille pour entrer dans le métro, fouille avant de passer les tourniquets, après la caisse, avant de passer les tourniquets. Il y a des vigiles, je ne sais pas si c'est des policiers, je ne sais pas à quel corps ils appartiennent. Il y en a 2 à 3 sur le quai. Partout. Il y en a partout. La solitude fait partie des ingrédients de base du voyage en solo. On peut l'aimer comme moi, mais parfois elle se fait pesante, et il n'est pas toujours facile de trouver comment fertiliser cette zone aride de l'âme. Le coton fait partie intégrante de la vie ouzbèque. La plupart des champs appartiennent à l'État. 38% de l'économie de l'Ouzbékistan provient de la culture du coton. Le pays compte parmi les premiers producteurs au monde. Ce sont les Soviétiques qui, pour ne plus dépendre des Américains après la Seconde Guerre mondiale, ont développé une culture intensive du coton dans les pays d'Asie centrale. Voilà un champ de coton. C'est le premier que je vois précisément. Je me suis arrêtée au bord de la route et pour observer. Et j'ai même piqué un petit bout de coton. Ça se fait pas, mais pour quelqu'un qui s'appelle Goton, je pense que je peux me permettre. Les graines de coton sont plantées en avril et en août apparaît la fleur qui évoluera ensuite en une coque close. Vers fin septembre, avec les premiers froids, la coque explose et le coton apparaît alors. Dans le coton, on trouve des graines et des fibres. Les graines serviront à fabriquer l'huile de coton, entre autres. Quand ils eurent traversé ce désert, ils arrivèrent à une cité très grande et magnifique, appelée Boukhara. Le pays aussi se nomme Boukhara. La cité était la plus belle de toute la Perse. Boukhara possède des monuments qui couvrent un millénaire d'histoire. Surnommée le Dôme de l'Islam, cette cité, la plus sainte d'Asie centrale, fut de tout temps un pilier de la religion. Également cité commerciale majeure sur les routes caravanières, Boukhara possède encore des centaines de mosquées, madrassas, bazars, caravansérails, bâtis pour la plupart entre le 9e et le 17e siècle. Sans doute est-ce l'orgueil qui poussa Tamerlan à tourner le dos à Boukhara la Noble, pour aller établir une capitale plus grandiose encore un peu plus loin. Toi qui t'es arrêté presque une année ici, Marco Polo, savais-tu que le minaret Kalon, construit en 1127, cette hampe effilée et altière, faite de briques jaunes délicates qui domine la cité du haut de ses 49 mètres, était construite sur un coussin de roseau qui lui sert de protection antisismique?
Gengis Khan lui-même l'aurait, paraît-il, épargné, séduit par sa sobre élégance. Le passé est bien vivant ici, et c'est à présent Rocha Nasreddin, clown facétieux du XIIIe siècle, qui en véritable passe-muraille vient me glisser à l'oreille l'une de ses aventures. Un jour qu'il se rendait au palais de Tamerlan, Rocha Nasreddin vit son garde Shurm bastonner un innocent. « Tu ne l'emporteras pas au paradis », lui dit Rocha Nasreddin. « D'autant plus qu'en consultant le marc de café à ton sujet, j'y ai vu ta mort prochaine. » Il advint que 2 jours plus tard, le bourreau fut renversé par une calèche qui roulait à vive allure dans les rues du village. Il en mourut. Mis au courant du présage de Rocha Nasreddin, Tamerlan, affecté par cette mort, décida de le mettre à mort. Encadré par 2 gardes tenant levé un grand sabre tranchant, il fut présenté au souverain, qui lui dit « Puisque tu as de grands pouvoirs de divination, tu as dû prévoir le jour de ta propre mort ?»« Ce sera aujourd'hui, » répondit Rocha Nasreddin, qui ajouta « J'ai vu aussi dans le marc que votre mort est prévue le lendemain de la mienne. » Et c'est ainsi que, mécontent mais prudent, Tamerlan demanda aux gardes de baisser leurs sabres et laissa la vie sauve à Rocha Nasreddin. L'Ouzbékistan infuse doucement mais sûrement en moi, et le désir d'en apprendre davantage guide mes pas jusqu'aux ateliers de fabrication des fameux tapis d'Asie centrale. Les textes de l'Antiquité parlent déjà de ces tissus épais, privilège des nomades, qui ont véhiculé l'art de leur fabrication dans le monde entier. Le tissage des tapis est traditionnellement réalisé au sein des familles et des tribus. Celles-ci sont établies le long des voies commerciales de la Méditerranée vers la Chine, la route de la soie. Les tapis à poings noués ont une trame et une chaîne de coton, de laine ou de soie, d'où dépassent les brins de laine ou de laine et soie. L'art consiste à nouer les fils à la chaîne, soit avec un gros nœud, le gjord, soit avec un nœud fin, le sénet. Il faut en moyenne 1500 à 3000 nœuds par décimètre carré pour les fils de laine et de 4000 à 8000 nœuds pour ceux de laine et soie. Ces jeunes femmes aux mains habiles savent-elles qu'elles sont au centre d'une vaste culture et au cœur même de l'histoire ? Elles, nous des fils de soie, moi des fils de fer. Nos conditions de vie sont bien différentes, mais nos âmes, elles, ne sont-elles pas sœurs ? Donc j'ai déjeuné à midi, c'était très drôle parce que j'ai mangé une demi-pastèque. Je me suis assise au bord de la route. Il y avait des vendeurs de pastèques, alors avec un monsieur, un plus jeune et un enfant. Et voilà, on discute. Et au bout d'un moment, ils se rapprochaient et tout. Alors je me suis dit, je vais leur dire que j'ai un fils parce que déjà, quand on a un enfant, ça passe bien. Ça les a calmés direct. C'est bien, c'est un bon plan ça, à dire. Qu'est-ce qu'il y a comme mec dans le bagnole ? Et où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Cette frontière homme-femme a encore la peau bien dure. Allez, enivrer mes sens de beauté me fera le plus grand bien. Le cœur de Samarcande est la place du Régistan. Autrefois champ de foire, la place est entourée de 3 spectaculaires madrassas construites entre le XVe et le XVIIe siècle, qui se dévisagent l'une l'autre en se faisant face. Fondée vers 700 avant notre ère, Samarcande est dévastée par les Mongols en 1220. Amir Timour, dit Tamerlan, chef de guerre aussi impitoyable que mégalomane, décide en 1369 de rebâtir Samarcande et d'en faire la capitale de son empire. Il oblige artistes et ingénieurs à venir y vivre et y travailler. Le résultat est un appel aux rêves. Les merveilles architecturales fleuriront ainsi pendant 4 siècles.
Une madrasa est au départ une université. Elle devient école religieuse au XIe siècle, pour se transformer peu à peu en école de théologie. Les cellules des étudiants donnent sur la cour centrale. Samarcande est une ode à la couleur azur, dont les majoliques flamboyantes rivalisent avec le ciel pour vous inonder les pupilles. Les décors géométriques des façades sont obtenus en alternant la brique crue et la brique recouverte d'une glaçure bleu turquoise ou noire. Les motifs étoilés, répétés à l'infini par symétrie, sont aussi somptueux qu'enivrants. Samarcande est une très grande et illustre cité. Les gens y sont chrétiens et musulmans. Ils sont aux neveux du grand Khan. Neveu et oncle ne sont pas amis, mais se haïssent fort. Le neveu se nomme Kaïdou. La cité est au nord-ouest. Le passe-droit que Kubilai Khan vous avait octroyé, Marco Polo, tout au long de votre route, était parfaitement adapté à votre rythme de cheminement à l'époque. Ce qui n'est pas du tout mon cas avec la durée des visas d'aujourd'hui. Mon rythme lent ne rentre pas du tout dans les cases proposées par mon époque. Alors je m'adapte et je prends le train, encore une fois. Je suis apparemment à 4 km de la frontière entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Il est 2h30, il fait une chaleur à crever. 40,9 forcément. Ça descend un petit peu. Je suis vraiment hyper inquiète là pour le Pamir là, parce que c'est trop lourd là, je pourrais pas. Je sais, tout le monde me l'a dit, mais il fallait que je le constate par moi-même. Hein. Un peu plus là. Ouais, je vais faire comme Marco Polo. Je vais faire porter par. Je vais faire porter mon poids. En fait, je peux pas transporter. Cette rencontre dans la poussière et le bruit a le goût de l'essentiel et représente le rêve parfait, celui que j'ai fait maintes fois pendant les longues heures passées à nouer mon fil de fer. Partage de l'art hors les murs, avec tous les publics, à un carrefour historique des routes du dialogue, les routes de la soie. Alors que la nuit avait déjà pris possession du ciel, j'arrivais en pleine ville dans un état de déshydratation et de fatigue intense, proche de l'évanouissement. 8 heures du soir et aucune idée de logement pour la nuit. J'étais furieuse de m'être ainsi mise en danger. Tout à coup, un homme d'une 50aine d'années qui rentrait chez lui en voiture et m'avait aperçu sur le bord de la route s'arrêta. Il me proposa de le suivre chez lui, combattant mon appréhension en me promettant le réconfort d'un foyer, avec femme, fils, fille, repas, lit, repos, toutes ces choses qui sentaient si bon. Pouvais-je lui faire confiance ? L'idée de perdre connaissance ici, au milieu de la route et à la merci de n'importe qui, eut raison de mes réticences. Je rassemblai toutes mes forces pour remonter sur mon vélo et suivre la voiture de cet homme sur les quelques centaines de mètres qui nous séparaient encore de l'appartement familial. Lorsque j'aperçus 3 de ces filles, belles jeunes femmes vêtues de grands sourires qui m'attendaient déjà avec une citronnade dans les mains, je sus que tu veillais sur moi, Marco Polo. Assalamu alaikum. Привет, Франция. Да. Привет, Венеция. Oui, Dushanbe.
On est donc à Dushanbe. Добро пожаловать в солнечный Таджикистан. Da. Parmi les Tadjikistan. Таджикистан. Et très fier d'être tadjik. Voilà, dans cette famille qui m'a accueillie, on veut me faire goûter au plat typique. C'est absolument magnifique. Un voyage en solo n'est jamais un exploit solitaire. Vous prendrez toujours conscience, à un moment ou à un autre, que vous avez besoin des autres pour vous aider à votre réussite. Ça, c'est la préparation du pain. Non. Elle le fait elle-même. Ça, c'est de l'huile de vache. Chaude. Ce pain sans levain, appelé non, est une part essentielle de l'alimentation d'Asie centrale. Traditionnellement cuit sur les parois intérieures d'un four en terre cuite en forme de jarre, appelé tanour, le non tadjik ou ouzbek se rapproche du naan indien. Le four tanour se rapprochant, lui, du four tandoor indien. À la maison, la cuisson se fera dans un four classique. La différence avec le naan indien réside entre autres dans l'ornementation qui est pratiquée sur le pain, propre à chaque famille, et effectuée à l'aide d'un tampon en bois fait à la main et appelé shekish. Trouver un lieu sûr pour la nuit avant d'être à bout de force est la chose la plus importante quand on est sur la route. À ton époque, Marco Polo, les caravansérails étaient là pour ça. Un caravansérail était un bâtiment fortifié servant de gîte-étape pour protéger des attaques le soir venu les marchands, leurs marchandises et leurs montures. Lieu d'étape et d'échanges commerciaux intenses, ces refuges jalonnaient les routes commerciales de la soie. Une cour au centre, des logements tout autour, des montures au repos, des voyageurs venus de tous horizons partageant expériences, conseils et anecdotes, les guest houses d'aujourd'hui ressemblent étrangement à des caravansérails modernes. J'en apprends un peu plus chaque jour. La route de la soie est véritablement une route de dialogue et de coopération, et non une route de performance. Cela s'impose à vous. D'ailleurs, les marchands ne parcouraient que rarement la route de la soie dans son intégralité. Ils en effectuaient une portion seulement, laissant aux marchands suivants le soin de parcourir la portion suivante. Ton voyage, Marco Polo, sur l'intégralité de ce tracé, fait figure d'exception dans l'histoire de la route de la soie. La portion d'approche des montagnes du Pamir, longue de 400 km, comporte des tronçons de route dans des vallées profondes et inhabitées,
connue pour être particulièrement dangereuse pour une femme seule. L'esprit coopératif de la route de la soie a balayé mes dernières culpabilités de me faire aider par un moyen mécanique. J'ai donc opté pour la coopération avec un autre voyageur solitaire, rencontré dans ce caravansérail moderne à Douchambé. Nous avons décidé de concert d'unir nos forces et d'approcher ensemble le Pamir. Voilà un joli pont où nous venons de passer. J'ai serré les fesses, on peut le dire. Donc c'est sans doute un pont comme ça qui s'est écroulé l'autre jour avec un camion dessus et qui nous a obligés à faire demi-tour alors qu'on était presque arrivé à Kalaïkou et qu'on fait 300 km de plus, 300-400 km de plus. Mais sinon, c'était à Gué, là où le camion est bloqué. Premier bivouac dans le Pamir. C'est magnifique. Et là, c'est la première fois que je remets un pull très léger, depuis 4 mois, où j'étais au-dessus de 30 degrés. Et là, puis la Grèce en fait. Et là, il faisait 24, j'avais un peu froid. Il est 5h30, c'est absolument magnifique. Et pourtant, on n'est que à 1200 et 1300, 1264, je crois, exactement. Mais c'est beau, c'est très beau. Le Pamir est un massif montagneux de 12 000 km², fait de plusieurs sommets dépassant les 7000 mètres d'altitude, dont le pic Abu Ali Ibn Sina, ex-pic Lénine, qui culmine à 7134 mètres, et entourant des hauts plateaux de 3000 à 4000 mètres d'altitude, le Pamir renferme pas moins de 13 000 glaciers. Il n'y a qu'au pôle qu'on en trouve davantage rassemblés. Le Pamir est un parc national et est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2013. Korog, porte du Pamir, est la capitale des Ismaéliens, courant minoritaire du chiisme se revendiquant d'un islam éclairé. Quand on part du Badakhshan, on chevauche 12 journées vers l'est, nord-est, sur la rive d'un fleuve qui appartient aux frères du seigneur du Badakhshan, où il y a des villages, cités et habitations en quantité. Les gens de ce pays adorent Mahomet. Les paisibles Ismaéliens se défient du sunnisme qui accourt tout autour d'eux dans la région. Voilà ce que ça donne d'avoir à réduire le poids pour passer la vallée de Wakhan. Sans Marco Polo, mais sportivement. Avec, j'espère, maximum 25 kilos. C'est un gros challenge par rapport à 100 kilos. Je vais y arriver. La rivière Panj constitue une frontière naturelle de 1000 km entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, en face. Cette rivière au flot tumultueux me fait frissonner lorsque la route étroite et défoncée la surplombe d'un peu trop près. La vallée fertile permet de cultiver l'orge et le blé. Les paysans qui ont du bétail demeurent dans les montagnes. Ils y ont de très belles et grandes habitations sous terre, dans de grandes cavernes. Elles sont très bien faites parce que les montagnes sont de terre. De l'autre côté de la Panj,
Afin de créer un passage suffisamment large et solide pour qu'une moto puisse l'emprunter, les Afghans taillent à la dynamite leur piste à flanc de montagne. Et quand on a chevauché 3 journées, on trouve une cité nommée Ishkashem. Village et ville sont dans les montagnes. À travers cette cité court un fleuve assez grand. Il y a là beaucoup de porcs épics. Quand les chasseurs veulent en prendre avec des chiens, les porcs épics s'assemblent en très grand nombre. Quand ils sont assemblés, ils courent et jettent les épines qu'ils ont au dos sur les chiens et les blessent cruellement en plusieurs endroits. Et quand on part de la cité d'Ishkashem dont je viens de vous parler, on chevauche 3 journées sans trouver d'agglomération ni de quoi boire et manger. Il faut emporter tout le nécessaire. Au bout, on trouve un pays pas très grand, car il ne fait que 3 journées dans toutes directions. Il se nomme Wakhan. Les gens de ce pays adorent Mahomet. Ils ont une langue à eux, sont de bons guerriers, ont un seigneur qu'ils appellent Non, ce qui veut dire en français comte, et sont les vassaux du seigneur du Badakhshan. Ils ont quantité de bêtes sauvages et autres. Voilà, je me trouve sur la montée vers la passe de Kargouche Pass, qui est en fait là on voit derrière moi et l'embranchement exact où la rivière Pamir qui rejoint la rivière Wakhan qui arrive là-bas derrière, la montagne qu'on voit, pour former la Pianj, voilà, qui est la branche mère de la Moudaria. Et je suis au point exact où on ne sait pas si Marco Polo a pris la vallée que je prends moi ou bien la vallée de derrière, la vallée de Wakhan. Voilà. Je suis toute seule, c'est fantastique, mais c'est dur parce que c'est très pentu. Et puis la route c'est même pas une route, c'est une piste. Donc je dérape, donc je pousse. Voilà, je peux pas monter sur mon vélo, donc je pousse. Et donc je suis vraiment avec toi, Marco Polo, my son. Et quand on part de ce petit pays, on chevauche 3 journées vers le nord-est, et toujours dans les montagnes. Et elle monte tant que l'on dit que c'est le sommet le plus haut du monde. Premier bivouac solitaire ici dans le Pamir. C'est tout calme, très agréable. C'est chouette. C'est bizarre quand même. Petite angoisse, mais en même temps, c'est ce que je suis venue chercher, donc voilà. Je sais pas s'il y a des bêtes ici. Des bêtes, je ne sais pas. Mais dans les hautes vallées austères du Wakhan, entre 4000 et 4500 mètres d'altitude, vit une communauté de nomades kirghizes. Originaires des montagnes de l'Altaï, plus au nord, ces éleveurs nomades, transhumant l'été dans les hautes pâtures du Pamir, se sont retrouvés brusquement coincés en territoire afghan par la révolution russe de 1917, puis par celle de Mao en 1949. Piégés à l'époque par ces frontières, ils sont aujourd'hui 1500 environ à être restés vivre là, totalement isolés. Un dicton pamiri dit « Sur les sentiers du Pamir, la vie est en suspens comme une larme au bord des cils. » Je me demande si l'éloignement des autres êtres humains n'est pas parfois un réconfort.
Dans ce paysage, il est évident que l'homme ne fait pas la loi. Et pourtant, cette immensité m'offre la place de me faire ma loi dans ma tête. La nature majestueuse et merveilleuse est une véritable récompense, propice au dialogue intérieur. Je me suis arrêtée pour déjeuner. Je me suis arrêtée devant un lac salé qui s'appelle Chocourcoul. Et il n'y a pas un bruit. Pas un bruit. De temps en temps un oiseau. C'est... Le Pamir m'a vraiment déjà donné ce que j'attendais. Ça fait une semaine que je suis toute seule, que je vois personne. Et c'est le bonheur. Il y a les marmottes. Et moi, j'ai un droit de passage parmi tout ça. On se sent vraiment privilégié. Honnêtement, si c'était pas le manque d'eau, parce que là, j'ai 2 jours d'eau, un petit peu plus de nourriture, mais comme il me faut 1 ou 2 jours pour rallier le prochain point d'eau, je vais pas prendre de risques. Je resterai bien là. Ici, là. Je suis bien. Je veux rester là. Je veux rester là. Je veux rester là. Allez, 3 bouts de fil de fer, un peu d'encre, de la peinture, et je reste là. J'ai vu un yak sauvage, mais il s'est mis à gronder un peu, alors j'ai fermé mes bagages et puis je suis repartie. Bon, il était quand même couché, mais bon, j'entendais des... C'est comme ça un yak qui gronde. Il y a des bœufs et des vaches sauvages qui sont gros comme des éléphants, très beaux et très bons à voir, car tous sont poilus, fort le dos, et sont blancs et noirs. Leur poil n'a pas loin de 3 palmes de long. Le lait de yak est utilisé pour le beurre, mais aussi pour un fromage appelé kourout, qui, moulé en petites billes séchées, se transportera au fond des poches pour être suçoté à tout moment de la journée. Quant à l'utilisation des bousses d'animaux comme combustible pour chauffer les habitations, elle est attestée depuis des temps immémoriaux. C'est tellement beau. La route M41, aussi appelée Pamir Highway, est la seule et unique route carrossable qui traverse la chaîne du Pamir. Elle relie Osh, au Kyrgyzstan, à Mazar-e-Sharif, en Afghanistan, en passant par le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. C'est la 2e plus haute route du monde et son tracé est ancestral. Par ce plateau, on chevauche bien 12 journées, et il s'appelle Pamir. Durant ces 12 journées, on ne trouve ni habitation ni auberge, rien que la solitude. Et les voyageurs doivent emporter la nourriture nécessaire. Il n'y a là pas un oiseau, à cause de l'altitude et du froid. Et je vous certifie que le feu, à cause de ce grand froid, n'est pas si clair ni si chaud qu'ailleurs, et qu'on a du mal à cuire la nourriture. La M41 est surnommée route de tous les trafics. Toutes sortes de marchandises plus ou moins licites transitent ici depuis des milliers d'années. On va encore tourner là pour découvrir encore un autre paysage. C'est vraiment majestueux, c'est le mot. Oh, une vallée toute plate et toute verte. C'est étonnant ça. Oh là là. Et ben c'est peut-être ça mon gab. Ça doit être ça. Oh là là.
Quand on est monté sur ce sommet, on trouve un plateau entre deux montagnes. Il y a là un très beau fleuve et le meilleur pâturage du monde. Car une bête maigre y devient grasse en 10 jours seulement. Mourghab est une oasis de vie, posée à 3650 mètres d'altitude. C'est la plus haute ville du Tadjikistan et la seule sur les hauts plateaux du Pamir. Fondée par les Russes en 1893, elle compte 6500 habitants permanents. Malgré le fait qu'elle fasse partie aujourd'hui du Tadjikistan, c'est la capitale des Kirghizes du Pamir. Et c'est ici, à la faveur d'une détente procurée par la douceur soudaine de ce havre de paix, que la réjouissance de mon entrée en Chine toute proche trouve enfin le loisir de s'épanouir dans ma tête. Dans quelques jours, le col frontière d'Irkeshtam refermera symboliquement la page de l'Asie centrale pour en ouvrir une autre, nouvelle, fascinante, celle de l'Empire du Milieu, mon décor pour les mois à venir jusqu'à Pékin. J'en salive déjà et m'accorde là, à Saritash, un repos bien mérité. Saritash est un village kirghize perché à 3170 mètres d'altitude et à 50 km de la frontière chinoise. Mais ce petit village d'à peine 1500 âmes est loin d'être un village de montagnes esselées. C'est un carrefour majeur des routes de la soie et la zone qu'il occupe est d'un grand intérêt stratégique, pour le passage du gaz notamment. La nouvelle est tombée telle une déflagration. La porte de la Chine se ferme devant moi. Le gouvernement chinois vient de décider de ne plus délivrer aucun visa d'entrée aux frontières de son territoire. Le visa doit être demandé dans le pays d'origine du demandeur, par le demandeur lui-même et en personne. Ce qui signifie pour moi à l'ambassade de Chine à Paris. Cette décision s'applique à tous les ressortissants des pays occidentaux, sauf rares exceptions comme pour les Suisses. Cet obstacle administratif dû aux hommes, alors que dans ces contrées il aurait dû venir de la montagne ou des limites de mon corps, sonne le glas de ma quête dans tes pas, Marco Polo. Cette fois-ci, la route de dialogue devient la route de non-dialogue. Je dois renoncer à poursuivre mon voyage, mais ce à quoi je ne renoncerai pas, comme le dit l'UNESCO à propos de la route de la soie, c'est à bâtir les défenses de la paix dans l'esprit des hommes. Marco Polo, à présent que je referme ton livre des merveilles et ma lettre ouverte, je te pose cette question. As-tu découvert, toi aussi, en plus de toutes ces merveilles visibles à nos yeux, des merveilles beaucoup plus cachées, intimes, insondables, celles que chacun possède au fond de lui? Et encore, je n'ai pas raconté le tiers des merveilles que j'ai rencontrées.